formation. Ce panel sera animé par Rahman Diop. Il y a également Moussa Saouro et Dr Arnaud John de l'ex-IST. Donc, professeur, vous pouvez vous organiser votre panel. Merci beaucoup. Donc, les panélistes sont demandés sur le président. Bonjour, on me rappelle qu'on a 45 minutes pour faire ce panel. Ça va être très juste pour pouvoir voir comment gérer le temps. Chers invités en vos titres et grades respectifs, chers collègues et étudiants, j'ai l'honneur aujourd'hui de modérer le premier panel de la Journée sénégalaise de la géotechnique. Nous tenons tout d'abord à magnifier l'organisation de cette journée de rencontre qui regroupe tous les acteurs de la géotechnique et tenons à féliciter le réseau des ingénieurs géotechniciens et le département géotechnique à travers le professeur Boutika pour la bonne co-organisation de cette rencontre. Cette première édition s'inscrit sur le thème géotechnique, apprendre du passé et construire l'avenir. Thème très important qui permet de rassembler différentes générations de géotechniciens. Notre cher professeur et doyen, professeur Ibrahim Khalissé, vient à travers de la leçon inaugurale de nous faire une belle introduction de ce thème, en nous plongeant sur l'évolution de la géotechnique entre 1700 et 1927, à travers les précurseurs tels que Coulomb, à travers Terre-Planie, j'en passe, pour nous rappeler toute la réflexion et le travail scientifique qui, à travers les décennies, ont permis de résoudre les problèmes liés à la mécanique des sols et à la géotechnique. Il nous rappelle l'enjeu essentiel d'une tropicalisation de la géotechnique à travers la spécificité des contextes environnementaux et technologiques, avec une exigence de se tourner vers les matériaux locaux, une exigence de normalisation qui tient compte de notre contexte climatique. Il a terminé par rappeler le rôle important que doit jouer tous les acteurs de la spécialité ainsi que le rôle du réseau des ingénieurs géotechniciens et des scientifiques sur la résolution des problèmes actuels. C'est normal qu'il nous a donné tout à l'heure au cours, moi et Abdourahmane, si nous sommes des élèves, c'est très normal. En tout cas, nous apprécions sa présence. Et donc, il a fait le pont entre le titre géotechnique, apprendre du passé et construire l'avenir, et l'objet de ce premier panel qui porte sur le thème suivant, matériaux, normes et défis pour la durabilité des infrastructures géotechniques. Pour cela, nous avons 3 panélistes qui vont nous accompagner. Il y a M. Abdourahmane Diop, directeur général de Géopath Ingénierie, qui est tout d'abord ingénieur génie civil et géotechnicien diplômé de l'École polytechnique de Thiès, de l'École centrale et de l'École nationale de Pont-Chaussée, auparavant directeur général de la Bossole AGPS, et qui a travaillé beaucoup à la promotion et au développement des métiers de l'ingénierie géotechnique et des matériaux en Afrique. Nous avons M. Adam Diop, docteur Adam Diop, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure des mines et de la géologie ex-IST, qui a été encadré également par le professeur Messofal sur la géotechnique routière. Nous avons également M. Moussa Sabadogo, directeur de Géotexon, qui est également ici avec nous, qui a fait le master de recherche, actuellement encadré par le professeur Bétissa. Donc on va essayer de donner la parole sans plus tarder à M. Abdourahmane Diop. Donc on va essayer d'avoir peut-être, on avait dit 10 minutes, peut-être entre 10 minutes comme ça. Donc on va essayer de faire le thème.
puis on va voir comment gérer les questions de test. Merci. Merci beaucoup, professeur Absam. Je remercie le réseau des ingénieurs géotechniciens d'avoir déjà initié cet événement, mais également de nous y avoir associés. Je ne peux pas, je sais que le temps est court, mais quand même, je vais prendre quelques minutes de mon temps pour rendre un vibrant hommage à deux personnes qui aujourd'hui ont illuminé cette assemblée. D'abord, M. Cissé, le professeur Ibrahima Khalil Cissé, à travers sa présentation. Si après notre diplôme d'ingénieur, nous avons fait une spécialisation en géotechnique, c'est d'abord, hormis la volonté divine bien sûr, et je peux faire le témoignage pour Fassam aussi, c'est grâce au professeur Ibrahima Khalil Cissé, qui déjà en DUT 1 à l'école polytechnique ici, nous avait initié sur deux matières, les routes, mais également la technologie du pétrole. Et ces deux applications de la géotechnique nous ont fait aimer la géotechnique, même s'il ne nous a pas dispensé le cours de géotechnique, au point qu'après nous avons commencé à regarder d'une attention particulière ce cours de géotechnique. Par la suite, en quatrième année, nous avons eu la chance d'avoir le professeur Moïsefal, qu'Allah l'accueille au paradis, comme professeur, qui nous a vraiment davantage fait aimer la géotechnique. En cinquième année, nous avons tout fait, parce que j'étais le responsable de la classe, pour qu'il nous dispense le cours de géotechnique 2. Malheureusement, il nous disait que son état de santé et ses charges de travail par ailleurs ne lui permettaient pas de faire ce cours. Moi, je faisais, comme le disait le professeur Cissé tout à l'heure, un mémoire de fin d'études sur les sols gonflants au Cap des Biches. C'était lui mon encadreur, également le professeur Moïsefal. Et c'est le professeur Moïsefal qui m'a dit, ce problème, tu vas faire ta soutenance, et c'est après avoir obtenu ton diplôme d'ingénieur que tu vas faire le cours de géotechnique 2. Ce problème-là, personne ne peut le régler que des personnes comme vous. Et c'est ce qui m'a motivé à aller faire une spécialisation en géotechnique à l'école centrale de Paris, l'école nationale des ponts chaussées. Une spécialisation que j'ai partagée avec Fatsam. Nous avons été dans la même classe, logés à l'Université universitaire internationale de Paris. Et donc vous comprendrez que si je suis là aujourd'hui, du haut de ma casquette de géotechnicien, c'est grâce à ces deux personnes que je viens de signer et je ne pouvais pas ne pas leur rendre ce vibrant hommage. Pour revenir sur le thème, en bon ingénieur, je vais l'aborder sous deux angles. D'abord, faire l'état des lieux, et poser la problématique des matériaux dans le domaine de la construction de façon générale. Et en deuxième point, je parlerai des projets de solutions qui sont en train d'être initiés ou bien qui ont été initiés par l'État du Sénégal à travers ses démembrements, mais également par les laboratoires et bureaux géotechniques du Sénégal. Pour poser la problématique, je disais que je vais faire un bon ingénieur parce que ça va être très difficile en si peu de temps de poser une problématique aussi complexe de façon générale, de faire l'état des lieux d'un problème aussi complexe. Pour y arriver, je vais juste à travers trois projets vous expliquer à quel point les matériaux de construction constituent aujourd'hui un problème, alors qu'il devrait être une solution. Le premier projet, c'est le port de l'Aïa. Nous avons rencontré il y a 3 ans DPO, je pense que c'était avec Aouli, moi j'étais déjà à l'AGTS, et il nous avait posé le problème qui risque d'être un frein dans ce projet aussi important que le port de Dayan, qui va progressivement remplacer le port de Dakar. Donc vous imaginez, ils ont besoin de 6 millions de mètres cubes, ou bien 6 millions de tonnes de cailloux pour réaliser ce projet. Et aujourd'hui, quand on cumule les capacités de production de tous les cahiers par année, c'est 2 millions de tonnes. On peut pousser avec l'augmentation des installations, des capacités de production jusqu'à 3 millions, pas plus. Ce projet devrait être réalisé, quand ce qu'il nous disait, sur 3 ans. Donc vous imaginez, pour réaliser ce projet, entre
tout cas la satisfaction des besoins en matériaux sur ce projet-là va causer beaucoup de problèmes puisque la route Ila Touba avait posé il y a quelques années. Ça veut dire que quand ce projet sera lancé, soit le projet ne pourra pas se réaliser, ou bien, en tout cas c'est la difficile même, et en même temps, tous les autres projets presque ne pourront pas avoir de matériaux. Pour cela, nous avons échangé avec certaines entreprises qui nous avaient commis afin d'apporter, c'est là le rôle de l'ingénieur de façon générale, et particulièrement du géotechnicien, c'est quand on est au fait de certains problèmes, on essaie d'apporter des solutions. Certaines entreprises nous avaient commis pour nous déplacer en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, où il y a des possibilités d'avoir du caillou, pour caractériser les cailloux et puis voir comment les importer par les bateaux si c'est depuis le Cap-Vert. Maintenant, après, il y a beaucoup de contraintes environnementales, beaucoup de contraintes avec les impôts et douanes qui font que ça traîne encore. Le deuxième projet, c'est le programme, on parlait du programme des 100 000 logements, maintenant, les nouvelles autorités parlent de 300 000 logements. L'un des freins à ce problème, en plus du foncier, en plus du financement, sera la disponibilité des matériaux. Je me rappelle en 2018, on travaille sur un projet avec toutes les entreprises que j'avais. On achetait du basalte ici à 11 000 le mètre cube. On payait 22 000, donc 2 fois le prix pour le transporter jusqu'à Kolda. Donc le prix du mètre cube revenait à 33 000. Et les 66% de ce prix-là sont le fait du transport. Et ça, c'était des centrales électriques, peut-être c'était imaginable. Mais pour des logements sociaux, économiques, dans les zones où c'est reculé, est-ce qu'on pourra transporter du basalte depuis Dakar? Donc vous imaginez ce problème de matériaux pour réaliser un tel type de projet et l'impact sur les coûts et la faisabilité. Le troisième projet, c'est que nous sommes en train d'échanger avec le ministère des Infrastructures sur un programme de 3000 km de pistes rurales. Et c'est des pistes revêtues. On ne peut pas répéter certains programmes où il y a des pistes qui avaient été réalisées, mais qui après 2 ans, ces pistes sont parties parce que ce n'est pas revêtu. Donc il faut trouver des systèmes pour protéger ces pistes qui seront certainement à la clé pour d'autres matériaux. Mais le système de protection sur des pistes réalisées sur les 46, je pense, départements du Sénégal, pas 46, 14 régions du Sénégal, à travers les zones rurales, le problème de matériaux va se poser. Maintenant, en termes de projet, on n'est pas là aussi seulement pour poser des problèmes, mais également essayer d'apporter des solutions. Avec la direction des routes, en 2019, nous avons été contractés pour réaliser un projet. C'est l'homologation des matériaux nouveaux ou matériaux innovants. Parce que ce que je viens de dire montre qu'on ne peut plus se contenter des matériaux classiques. Que ce soit le basalte, que ce soit la latérite, en tout cas sans amélioration, mais surtout le basalte. Donc il faut trouver des matériaux innovants. Il faut sur certains projets pour lesquels les exigences en termes de résistance ne sont pas très élevées, qu'on puisse utiliser d'autres matériaux, même si ces derniers offrent des caractéristiques en termes de résistance mécanique plus faibles. Dans ce sens-là qu'on avait initié un projet pour homologuer, identifier un certain nombre de matériaux innovants ou nouveaux, les caractériser et les homologuer. L'étape suivante devrait être la normalisation. Je vais y revenir après. Malheureusement, cette étape-là n'est pas encore réglée. On avait identifié plusieurs matériaux, le professeur en a parlé tout à l'heure, comme le résidu des ICS, le silex, le grès, le calcaire, etc. L'autre point, début de ces solutions, c'est avec le ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Nous sommes actuellement en train d'échanger sur la mise en place d'une cartographie des matériaux au Sénégal. C'est-à-dire, on met en place un système d'information géographique sur lequel on renseigne toutes les zones d'emprunt, toutes les carrières de matériaux qu'il y a au Sénégal. L'idée, c'est à travers ce programme des 100 000 ou 300 000 logements, dès qu'on identifie une zone, on va à Koungheul, on va réaliser 1000 logements. Qu'en introduisant les coordonnées de la zone du projet, qu'on puisse voir toutes les carrières, les zones d'emprunt qui sont polarisées autour du site de ce projet-là. Maintenant, il s'agira donc d'identifier déjà ces zones d'emprunt, les caractériser, dire est-ce qu'ils peuvent être utilisés comme matériaux de construction à l'état brut, ou bien est-ce qu'il faut les traiter, et s'il faut les traiter, comment les traiter.
Le troisième projet, c'est la normalisation. J'en parlais tout à l'heure. Nos bureaux de contrôle, Abou et Moïse sont là. Naturellement, l'utilisation des matériaux à des fins de construction doit répondre à des exigences normatives. On ne peut pas utiliser n'importe quel type de matériaux. Donc il faut que ces matériaux soient normalisés. Donc ce travail-là, avec l'Association sénégalaise de normalisation, nous avons déjà commencé à tenir plusieurs réunions pour au moins normaliser certains matériaux nouveaux et innovants. Donc ça c'est extrêmement important, leur utilisation, mais également les calculs qu'il faut mettre en place pour pouvoir faciliter leur utilisation dans le domaine de la construction. Après, un autre point, c'est la tropicalisation. Le professeur Cissé en a parlé tout à l'heure, des matériaux, mais surtout des normes ou bien des méthodes de construction, des méthodes de calcul pour l'utilisation de ces normes. Il faut qu'on s'affranchisse en termes de souveraineté des calculs ou bien des méthodes de calcul, des règlements qu'on a importés depuis la colonisation ou bien depuis d'autres pays. Il faut vraiment qu'au Sénégal, qu'on arrive à mettre en place des méthodes de calcul qui nous permettront vraiment de tropicaliser donc, le choix des matériaux, mais également leur utilisation. Par exemple, ne pas dire chaque fois qu'il faut que le FCV28 soit de 25 MPa. Comme tu dis là, c'est simple. Qu'on construit à Matam. Vous n'êtes pas obligé d'avoir FCV28 égale 25 MPa. On peut utiliser de la latérite ou bien un autre matériau qui donne un FCV28 de 20 MPa, mais dans les hypothèses de calcul de nos armées, qu'on dise que ce ne sera pas du 25 MPa l'hypothèse à 28 jours, mais ce sera du 20 MPa et dimensionner l'ouvrage en conséquence. Et ne pas s'agripper à FCV28 égale 25 MPa ou si les matériaux qu'on a sur place ne permettent pas d'avoir un FCV28 de 25 MPa. Et le dernier point, c'est la vulgarisation et la communication. Ça aussi, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État, avec nous les spécialistes que nous sommes, d'aider à la vulgarisation de ces matériaux, de ces normes, avec les bureaux de contrôle, qui parfois il faut les prendre au col pour les forcer parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Et c'est leur métier. C'est leur métier, mais l'État également doit mettre en place un cadre réglementaire qui permet vraiment d'utiliser ces types de matériaux qui contribueraient à régler les problèmes que j'ai posés tout à l'heure à travers ces projets. Mais ces problèmes existent ailleurs dans d'autres projets. Donc, par exemple, je pense que j'ai essayé de tenir dans le temps, j'ai dépassé 10 minutes ou 2 minutes. En tout cas, merci pour cette Merci. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce plateau. Nous sommes promotionnaires depuis 24 ans. Donc voilà, c'est un réel plaisir. Et on vous a bien écouté. Je pense que vous avez parlé de la problématique des matériaux, donc qui est un vrai problème. Et vous avez proposé également plusieurs solutions en termes de tropicalisation des normes, en termes également de caractérisation, en tout cas, et d'homologation, surtout concernant les matériaux tels que le silex, le grès, le calcaire. Et je souligne qu'il y a quand même effectivement une nécessité d'établir ce pont entre le milieu professionnel et le milieu universitaire. Car nous travaillons énormément. Chaque année, vous savez, nous avons quand même pratiquement une trentaine à 40 étudiants qui travaillent sur le projet de feuille d'études sur des problèmes liés à la géotechnique essence et même sur les matériaux. Donc je pense que ce point-là, c'est extrêmement important, ça permet d'aller vite et de pouvoir trouver en tout cas des solutions durables. Donc pour ne pas monopoliser la parole, je vais donner la parole à M. Moussa Samadou. Bonjour professeur Sam. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici à côté de vous. Bonjour chers panélistes, Dr. John, M. Abdourahmane, professeur Cissé, M. Moussa Samadou. Je suis doctorant ici à l'UBS, l'Université de Thiès depuis 2021. Et auparavant, j'ai fait un master de recherche ici avec le professeur Sam. Ça a débuté en 2016. En 2016, quand je suis arrivé au Sénégal, étant géologue, je suis ingénieur géologue de formation, j'ai fait beaucoup de mines. Et quand je suis arrivé au Sénégal en 2016, j'ai eu à travailler dans un bureau d'études, quelque chose d'ingénierie qui m'a accueilli en ce temps.
et on travaille beaucoup sur les fondations. Ma problématique va porter sur deux aspects, notamment les roches, les matériaux rocheux. Les roches peuvent être utilisées comme matériaux de construction, en même temps comme support de construction. Mais quand on arrive en 2016, j'ai remarqué que côté milieu rocheux, la plupart des infrastructures du génie civil, quand on le faisait, on apprenait plus les théories de la mécanique des sols. On m'a un peu tiqué. Donc je me suis approché un peu du Bieufer au niveau de Master Recherche 2. Donc j'ai croisé le professeur et j'ai eu un problème en fait. C'est né le déclic des fondations sur des roches. Parce qu'une fois aux Almadies, un projet, on allait visiter un bâtiment d'une personne et on a remarqué que le bâtiment avait des problèmes de fissures. C'est bizarre. Or, c'est posé dans un milieu rocheux. Bon, quand on a demandé au propriétaire, est-ce qu'il a fait des études géotechniques? Bon, il dit non. Parce que bon, on a la roche à 1 mètre 0,50, donc on n'a pas eu le temps de faire des études géotechniques. Comme d'habitude, on a dimensionné avec une contrainte et un peu. Bon, d'abord, il faut savoir que depuis des siècles, la roche a été considérée comme un matériau gage de stabilité pour les ouvrages. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau parce que la roche est très résistante, elle est indéformable comparativement au sol. Donc, on se disait qu'il y avait un problème à ce niveau. Par rapport à la mécanique des sols, on a beaucoup de normes, beaucoup de théories qui ont été mises en place. Mais côté roche, les gens ne s'y intéressaient pas. Parce qu'on s'est dit, bon, la roche, bon, il n'y a pas de souci. Même ce vieux adage, bon, si ça ne marche pas ici, pose là sur la roche, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, c'est faux. Parce que dans les années, à partir du 19e, 20e siècle, avec le boom qu'il y a eu, notamment la construction des barrages, des immeubles, on a remarqué qu'il y avait quelques accidents. Comme le disait le barrage de Malapasset, le barrage en voûte, qui était construit dans un milieu rocheux. Et les ingénieurs n'ont pas eu le temps de faire des études à ce niveau. Là, ils ont construit le barrage, et après la mise en service du barrage, l'accident s'est produit, avec des milliers de morts. Du coup, les gens ont commencé à prendre conscience que ce matériau dont on pensait être en réalité résistant ne l'est pas. Donc c'est à partir de là qu'est née maintenant la mécanique des roches. À partir de là, certains savants tels que Goodman, tels que Tezaghi, ont commencé à travailler sur la problématique des matériaux rocheux. Si on regarde dans le cas du Sénégal ici, notamment au niveau de la presqu'île de Dakar, au niveau de la Corniche, on remarque aujourd'hui un boom immobilier dans cette zone-là. Or, cette zone-là, la roche est considérée comme le substratum. On est tous dans un bureau d'études, moi je suis dans un bureau d'études. Mais la plupart du temps, les méthodes utilisées pour le dimensionnement des fondations se fait soit à partir de la méthode Précieux. On réalise des Précieux dans la roche tendre, et puis bon, on essaie de dimensionner avec la méthode Pacifique 70 pour trouver au moins une capacité portante. Ou bien, on se réfère aux normes internationales, notamment les normes canadiennes, ou bien les normes britanniques. Mais la plupart du temps, ces normes-là sont limitées. Elles sont limitées uniquement à la résistance à la compression de la roche. Ou bien au Sénégal, c'est un bureau d'études. Quand ils savent qu'il y a la roche, ils utilisent uniquement la contrainte du béton pour dimensionner. Or, en réalité, la roche, elle est aussi plus complexe comme on le pense en fait. Donc, avec le professeur G.T. Sarr ici, qui était pionnier pour moi, parce qu'il a même fait sortir un article dessus, on a commencé à mener cette réflexion avec beaucoup d'étudiants de l'UFSI que j'encadre actuellement pour ma thèse de doctorat, pour essayer de voir comment, dans le cadre du Sénégal, et là je rejoins le directeur Abdelhamad, c'est ça, comment essayer de tropicaliser aussi. Parce que quand je prends les bases actes de la Corniche,
Ce n'est pas les mêmes bazars qu'on retrouve aux États-Unis. Bien vrai qu'on va utiliser le même code de construction des États-Unis, du Canada ou de Hong Kong, mais en réalité, les roches n'ont pas les mêmes structures. Les roches n'ont pas la même composition. Donc il est difficile de pouvoir calquer automatiquement ces méthodes, ces principes de calcul-là au Sénégal ici. Donc, actuellement, nous sommes en train de réfléchir, même pas au Sénégal, y compris au Burkina Faso, mais dans certains pays, comment essayer de mettre en place une norme, pas une norme, mais des principes de conception, de dimensionnement des ouvrages sur les massifs rochers. Et ça, il y a une communication que nous allons faire d'ici ce soir par rapport à ça. Parce que quand on regarde même les villes de Hong Kong, une partie de Hong Kong a été même détruite. Parce que les ingénieurs avaient utilisé les principes de la mécanique des sols pour pouvoir dimensionner les ouvrages. Et lorsqu'ils ont voulu construire des immeubles, ils ont remarqué que les principes de la mécanique des sols ne s'appliquaient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de Hong Kong, dans les années 2004? Ils ont mis en place des principes, des calculs qui sont adaptés aux massifs rocheux qu'ils ont. La même chose qu'aux États-Unis, la même chose qu'au Canada, aussi la même chose qu'en Inde en fait. Et nous on s'est dit aujourd'hui, pourquoi pas dans le cadre du Sénégal, pourquoi pas ne pas mettre en place nous aussi notre propre principe de calcul pour s'adapter à notre réalité, notamment au niveau des roches qu'on retrouve un peu partout dans la zone de la presse verticale. C'est vrai que la roche elle est résistante, mais lorsqu'elle comporte des discontinuités, des fissures, elle devient vulnérable à long terme en fait. Donc actuellement, on est vraiment en train de mener ces réflexions-là. C'est un défi pour nous et pour l'UFSI, avec le professeur Lekessar et d'autres professeurs, essayer de mettre en place un manuel documenté pour la conception des ouvrages sur le milieu rocheux, surtout dans le cadre de la presqu'île du Cap-Vert. Et ça, c'est un travail qui nous tient beaucoup à cœur. Et Dieu merci, avec les éminents chercheurs de l'UFSI, nous sommes en train de travailler dessus avec beaucoup d'étudiants pour mettre en place cette norme, en fait, cette manuel de dimensionnement des fondations sur les massifs rocheux. Et en aider dans notre tête que lorsqu'on est dans le cadre des milieux rocheux, il n'y a pas de problème, on peut construire comme on veut. Non. Parce qu'on a eu des cas d'accidents qui sont prévus dans le passé. Et il faut éviter ça à la longue parce que nous, on raisonne en termes de temps géologique en fait. Donc, il y aura une communication ce soir là-dessus. Nous allons passer en revue les différentes méthodes de calcul avec les résultats et on va faire des études comparatives en fait. Donc, s'il y a des questions, on va essayer d'aborder cela dans les questionnaires. C'est ce que je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Sassanadogo. Donc, vous êtes revenu encore sur la nécessité de la tropicalisation, donc surtout la conception de normes de conception des ouvrages sur massif rocheux qui s'adaptent plus à notre réalité. Merci. Donc, seulement, il y aura des questions à ce niveau. Je vais donner la parole au dernier panéliste, le Dr Adama. Merci beaucoup, professeur. Bonjour, chers panélistes. Bonjour également à l'assistant. Aujourd'hui, je voulais dire que le professeur Moussafal est content. Là, il est actuellement. Il vient de la préparation. Son fils est là. Il est ingénieur également en génie civil. Avant son départ, je l'ai fait également en témoigner. Il voulait organiser une conférence nationale sur les géosciences. Et aujourd'hui, je pense que le rêve est réalisé. Alors il est à le content. Il me serait un peu difficile de communiquer sur un sujet aussi complexe et vaste devant ces professeurs, experts qui sont là aujourd'hui. Je vais essayer quand même de pouvoir juste contribuer et que je demande qu'ils soient un peu indulgents à mon égard
Pour que, par exemple, quelques erreurs que j'aurais pu faire, ne m'ont pas donné. Alors, c'est juste un thème qui est intéressant, sur lequel le Sénégal travaille depuis 40 ans, depuis le professeur. Ça prouve que le problème est toujours là. Ça prouve également que c'est intéressant. Ça prouve également qu'il y a beaucoup de choses également à faire encore. Mais on va essayer dans ce sens de pouvoir le scinder en deux parties. Sur les matériaux d'abord, sur les problématiques, et également sur les actions à mener. Par rapport à ces matériaux traditionnels, qu'on utilise depuis Bajaj Latérite, et que les industriels à chaque fois ils se plaignent de la qualité, également la réflexion. Si par exemple je prends la latérite, qui est le matériau que nous avons dans les pays tropicaux, et actuellement on a du mal à trouver des latérites de performance aussi élevée, ça diminue. Pourquoi? Parce que ce que le professeur disait, c'est un matériau qui est instable. C'est issu d'un profil d'altération depuis la terrasse jusqu'à la roche-mère. Ces propriétés varient suivant la roche-mère qui a donné naissance. Sur laquelle des fois nous avons une latérite avec des performances élevées. À côté, la roche-mère va changer, les cristaux également vont changer. Ce qui fait qu'actuellement, également, si une fois on a fait un prélèvement jusqu'à dépasser le milieu où on devait prélever, donc si on est dans le cas d'agriculture, bien vrai qu'on aura une partie de sol rouge, mais suivant les rapports entre les SiO2 et F2 et ADO3, on se rend compte qu'on n'a pas la perméabilité. En recherche, donc là, ce sont ces éléments-là qu'on est en train de voir pour essayer de voir, comme l'a dit également sur la directeur, comment on fait une cartographie par rapport à ces méthodologies. Donc, c'est fait, on a déjà fait un travail de recherche, mais également on a déjà fait, mais il faut également qu'on puisse travailler en synergie entre les industriels, les universitaires, les bureaux d'études, pour qu'on puisse encore mettre en place des choses qui vont alors prospérer au Sénégal. En venant sur les patates, je parle après un peu de l'or noir au Sénégal, qui est si cher, et que si on trouve une carrière, bientôt on sera milliardaire. Actuellement, l'exploitation se fait en profondeur. Et si on se base sur la carrière de Diac, où on a des grains et basaltes fins, moyens et grossiers, et plus que les éléments sont grossiers, moins ils peuvent rester à la fermentation. Actuellement, dans le projet, on rencontre ces problèmes-là. C'est parce qu'on est en exploitation en profondeur, qui est également si cher, ce qui fait quand même que le basalte devient également de plus en plus cher. Et que ces matériaux-là sont largement utilisés dans presque tous nos projets. Imaginons qu'on a un projet où il va falloir payer 2 fois à 3 fois le prix du transport, de basalte, et qu'à côté, on peut avoir un matériau de substitution. Donc là, il y a une alternative à prévoir. Avec l'avènement du pétrole, on aura beaucoup de chantiers en vue. Il nous faut des matériaux performants également avec des réserves. Le problème actuel, suivant le projet de Kassamé, c'est un problème de matériaux qui est là. Et qu'à côté, on a aussi d'autres matériaux qu'on peut utiliser, non pas par les propres supérieurs, mais par rapport également aux couches de base, ou bien en fondation, ou bien en terrassement. Donc sur ces matériaux, nous avons un alternative. Les silex pour moi, ils sont là tout près. Il y a un cas de pour aller à Saint-Louis, dont le silex. J'ai regardé après un peu les travaux de conseil municipal. Depuis
parce que 1995, il a déjà travaillé sur le premier article sur ces sélections. Et là, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la solution pour l'appliquer dans un projet routier. Je ne sais pas si ou pas, Aliou va me dire par exemple après. À ce matériau, par rapport à toutes les études effectuées déjà, c'est utilisable en couche de base, fondation, même en roulement. Bien fait par roulement, il y a, avec la cassure concrétale également, l'effet de la surface qui est silice. On peut la mettre en bas des docks. Mais également, en recherche, on a pu trouver une possibilité de ne pas utiliser des docks, et de créer une interface qui pourrait amener une luminosité et permettre d'avoir également l'adhésion qui est là. Ça, on a essayé en recherche. Également, on a trouvé des résultats par rapport à cela et sur une formulation du niveau 1 comme en anglais. Et évidemment, puisqu'on utilise la côtière, nous avons des milliards de mètres cubes de sable qui peuvent être utilisés, comme le président a travaillé depuis des années, soit en peu de sable, ou bien également en sable petit. Et si on regarde notre plan l'histoire, depuis 1952, il y a des travaux déjà effectués, même des routes, il y a effectué sur même des linéaires de 70 km, en utilisant des sables, soit des caillards, soit également aussi de plusieurs localités. Et évidemment, nous avons aussi des quartzites sur lesquels on a beaucoup travaillé ici également à l'UFR. Alors, le problème qu'on pose également, c'est le problème de la lisibilité, d'accord? C'est lié également au mode à la nature photographique. Et les composantes pour lesquelles pour chaque matériau utilisé, ce que nous ne posons pas au Sénégal, c'est qu'il faut voir la composition minéralogique qui va nous édifier après sur les performances physiques et mécaniques. Au lieu de se baser uniquement sur les études physiques et mécaniques uniquement, ça nous va nous aider sur ce qu'on va avoir ultérieurement. Alors si nous prenons les quartzites, des fois on pourrait avoir des éléments minéraux tels que les muscovites, qui sont des éléments en paillettes, qui peuvent conduire ce qu'on appelle des éléments sur l'adhésion avec un liant. Et le plan d'essai effectué, M. Kamara est là, suivant juste la route pour aller vers Bruxelles, en allant également aussi vers laquelle. Jusqu'à présent, ça fait plus de 5 ans, ces poches-là également sont là, il y a deux problèmes. Donc il y a plusieurs alternatives que nous avons qui pourront alors nous aider au Sénégal. Ce qui fait quoi alors? Il y a des actions alors à mener. Tout d'abord, il faudra que nous puissions travailler en synergie entre deux études universitaires, les agences, pour regarder les problèmes de recherche au niveau du pays. Ensemble, on pourra trouver des solutions. Sinon, chacun travaille à son côté et on fait la même chose. Également aussi, comme on le faisait également en France, il y a ce qu'on appelle les AEGC, Association française de génie civil, pourquoi pas ne pas au Sénégal. Ce qui fait qu'avec cette rencontre, chaque année, on pourra voir les problématiques et également les réponses. Et ensuite également, essayer de pouvoir faire des cartes sectorielles. Pour chaque zone, on va essayer de voir les matériaux que nous avons et suivant également les projets que nous avons également, on peut serier les matériaux et le niveau de publication également. Et à la fin, voir un peu comment les normaliser. Il y a un processus déjà qui est enclenché et que ce qui alors pourrait davantage régler les problèmes des matériaux. Bon, je vais juste me prendre monsieur la parole, je temps à demander des questions. Merci beaucoup. Merci Dr. Adama Dione pour cette contribution qui va dans le même sens que les contributions précédentes. Je pense que M. Abdelrahman Diop a parlé de la disponibilité des matériaux, sur notre on a donné plusieurs cas de projets, dont le port de taillage.
Donc on voit qu'il y a un vaste chantier sur la recherche sur les matériaux innovants, notamment sur la cartographie, sur la caractérisation et sur la normalisation. Et notamment également l'urgence de travailler en synergie, peut-être avec l'association sénégalaise de géotechnique, qui va permettre quand même de prendre en compte tous ces aspects. Et je pense que si on travaille en synergie, il y a quand même de belles perspectives qui sortent du terrain. Voilà, donc merci à tous les panélistes pour les contributions importantes. On a attiré notre attention aujourd'hui sur le problème des matériaux. À l'opératif, on travaille depuis longtemps avec les unions sur cette thématique, mais c'est extrêmement important, je pense, entre le milieu professionnel et les milieux universitaires pour trouver des solutions. Sans plus tarder, nous allons commencer la session de questions-réponses. Je n'oublie pas que nous avons des doyens qui sont présents parmi nous, le professeur Cameron Cissé, et donc on va avoir peut-être des questions-réponses, mais également leur contribution est très importante. Tu vois, M. Marc qui est là, M. Alain Gaud qui est là, et donc en tout cas, ceux qui peuvent contribuer au débat, donc c'est ouvert. Je pense que on a les panélistes, on a également tous les experts qui sont parmi nous. Et la séance est ouverte pour les contributions et les questions. Donc on va prendre peut-être une première série de cette contribution et questions. Et après, on verra si on pourra faire une deuxième série. Voilà. Peut-être commencer par les doyens. Merci beaucoup. En tout cas, je salue tout le monde. Je suis en tout cas honoré d'être invité par ces jeunes qui en veulent, qui ont de l'ambition, et je suis convaincu qu'ils vont réussir. Juste une petite contribution. D'abord, paix à son âme, à mon ami Maïssa Fall. On a eu ensemble véritablement à travailler énormément dans le domaine de l'outil. J'essaie directeur technique des gens référés du Sénégal, avec tous les problèmes qu'on rencontre dans les chantiers, il nous a beaucoup aidé à ce niveau. Et ensuite, ensemble, on a encadré beaucoup de mémoires de fin d'études au moment où il était au niveau de l'ISP. C'est un homme très très chevronné, c'est un homme qui était passionné, c'est un homme qui adorait ce qu'il faisait. Et en cela, je pense qu'il constitue un exemple pour ces générations d'aujourd'hui. Quelques exemples, vous savez, ce sont les échecs qui donnent beaucoup plus d'expérience. On a parlé tantôt justement des problèmes de gonflement de sol. Les gens, évidemment, n'y croyaient même pas à l'époque, quand on en parlait au niveau justement de Diamniadio. C'est nous qui avons fait le tronçon Diamniadio-Barnier-du-Fils. Jean Lefebvre l'avait fait à l'époque, mais ensuite on l'a repris en 2001 et on leur disait qu'il fallait de la substitution parce que le sol était gonflant. Il fallait qu'on aille jusqu'à 1 mètre 20, 1 mètre 50 à peu près, qu'on enlèverait évidemment ce matériau gonflant, qu'on remplacerait par du sable. Je vous assure que vous faire accepter cela déjà, c'était un très très grand problème parce que les gens ne nous croyaient pas. Ils pensaient simplement qu'on voulait en gagner de l'argent. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde sait que justement ce sol, dans cette zone, est un sol gonflant et est très nuisible pour les constructions. Le second exemple, c'est le tronçon Fatick-Kaolack qu'on a fait à l'époque et qui a duré à peine 1 an et qui a commencé à se dégrader. À l'époque également, on travaillait beaucoup avec effectivement Maïssa Fall, qui évidemment ne croyait pas à certaines manières de faire en tout cas du dimensionnement. À l'époque, on a essayé évidemment de convaincre nos amis également de la Giroud pourquoi il fallait renforcer cette chaussée. Non seulement il fallait évidemment augmenter les épaisseurs, mais en plus, tout le monde sait le trafic dense qui passe par ce route nationale numéro 1 de Dakar
à Tambacounda. Alors, malheureusement, on a également pensé que c'était simplement pour augmenter le montant de notre marché pour gagner en tout cas de l'argent. On nous a refusé cela, le résultat était catastrophique. Tout cela pour dire que la recherche était dispensable. Que ce que vous avez à tout cas commencé à bâtir aujourd'hui, il faut continuer cela et de fort belle manière. Les réseaux des ingénieurs géotechniciens ont en tout cas beaucoup de choses à faire dans notre pays. Il s'y ajoute, on parle de tropicalisation. Heureusement, il y a les jeunes comme Abdurrahman qui se battent en tout cas aujourd'hui, mais sous l'endroit des recherches et des contrôles, mais tous les grands contrats également sont dominés par l'extérieur. Et on parle en tout cas de chômage. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut nous reprocher en matière de connaissance? Tous ces jeunes ingénieurs, justement, qui se sont battus pour en apprendre davantage et jusqu'à présent, mais nous exportons justement ces contrats, ces marchés à d'autres, alors qu'on en a fortement besoin chez nous. Chers amis, battez-vous. Je pense que l'avenir nous appartient. Il ne faut pas se laisser faire. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Votre travail dans le salle, la question de vous, je ne pas parler. C'est quelqu'un que j'ai accueilli au Sénèque en tant que salarié. Y compris le président. Je reprends alors. Salutations à tout le monde. Donc, on ne peut pas être dans cette salle et ne pas parler du professeur Moussa Fall. C'est quelqu'un que j'ai accueilli au SAEC comme stagiaire avec l'ex-président sénégal, M. Macky Sall. Maïssa Fall, pour l'homme transversal qu'il est, n'a jamais accepté d'avoir ce qu'on lui donne tout comme ça, c'est un cartésien. C'est ça qui a fait de nous l'homme qu'il est aujourd'hui et un ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et moi? Et ça, c'est pour parler de matériaux innovants, de la raréfaction des matériaux de construction. Il y en a, je suis formel. On a été ensemble à Diac, n'est-ce pas? Nous avons fait le même constat. C'est-à-dire, on a constaté effectivement que cette carrière, que la carrière de Diac est surexploitée. Il y a 25 ans derrière, c'était des buts de plus 15. Actuellement, on n'est pas à moins 20 pour chercher les développeurs. Ça veut dire quoi? C'est un déséquilibre écologique. Il faut qu'on y pense aussi. Alors, c'est à ce moment qu'il m'a proposé d'aller vers une partie lui demander de faire une prospection au niveau de Bakel et sur les quartzites. Ok, on y est allé, on a fait une prospection, on a trouvé au moins 80 millions de mètres cubes de matériaux circonscrits dans un cadre restreint. Il y avait de la place. Des manifestations énormes. En ce moment, on concassait les blocs pour avoir les classes pleines qu'il fallait pour faire les études. Il n'y avait pas de concassage sur place. C'était avec le marteau, avec une secrétaire. Lorsqu'on a eu ces classes, qui devaient entrer dans la proposition de PDSG, oui, on est allé au Sénèque. On a fait la caractérisation de ces matériaux-là. Oui, on avait, en termes de caractérisation mécanique, lorsqu'on a eu les stocking, devant le et toute la côté, donc plus de problème. On a fait le couplage d'usure agréable, ok, mais seulement au niveau 0. On n'est pas au niveau 4 au Sénégal en ce moment. On nous a obligés d'aller au Maroc au LP2E pour faire le niveau 4. On l'a fait. Les résultats sont là probants entre les mains de la journée. On a fait également 10 planches de à ce pays-là. Madame Gay, je parle de son contrôle. Après 5 ans, on a visité une des planches là-bas jusqu'à intact et CNA. Intact. Pendant que les jonctions de basalte sont parties de plomb.
Ça veut dire quoi? On parle d'adhésivité. Mais l'adhésivité n'est pas que physico-mécanique, elle est aussi chimique. C'est des réactions. La roche, le boisé est une roche acide, non? Le bitume, comme on utilise au Sénégal, il est basique. Mais imaginez, il n'y a pas de limite, c'est tout. C'est la cause de la réaction qui n'est pas la bonne. C'est pas seulement physico-mécanique, mais c'est aussi chimique. Imaginez-vous prendre le bazar à Diak pour la monnaie à Ourossogui. C'est 1 million de 100 000. Pendant que le paquet à Ourossogui, c'est 320 000. C'est du poids de 300. Pourquoi on parle de ce matériau? Les services qui sont là tout près. Mais je sais qu'on ne peut pas y de. Comment ça s'appelle encore? Du ferrat. Après, sur ça, sur les enveloppes de silicite, c'est pas qu'il y a un. Tous ces services sont là, probants. Mais c'est dans les couloirs parce que je ne peux pas. Il ne faut pas expliquer, ma technique ne peut pas, sauf vivre ces autres là. Voilà pour ce problème. Moi, je parle comme je le sens tout. Donc, je suis donc, moi je dis, et j'ai conclu, il n'y a pas de mauvais matériaux. Il y a peut-être de mauvais chercheurs, de mauvais ingénieurs. C'est-à-dire que les matériaux, ils sont là où ils sont déjà ce qu'ils sont. C'est-à-dire d'aller les charmer, les apprivoiser, d'après ce que nous voulons, et de nous soutenir à mon espoir. Je vous remercie. Merci M. Camara et M. Gauche. Apprendre du passé pour sur l'avenir, c'est aussi se remettre en cause, écouter les anciens, mais également que nous-mêmes nous remettons en cause et de regarder ce qui ne marche pas pour essayer de trouver des solutions. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Je vais plus continuer sur les contributions. Je vais prendre Mme Guy. Merci beaucoup, madame. Moi aussi, je vais commencer par remercier le réseau des ingénieurs géodésiens pour cette initiative-là qui en est une très belle. Et puis également manifester toute ma gratitude à tous ces doyens qui sont là, qui ont beaucoup apporté à la géotechnique. Je veux citer le professeur Cissé, M. Camara, M. Gauche, et aussi remercier les panélistes pour vos belles contributions. Moi, je suis ingénieur géologue de conception. J'ai été encadré par le professeur Maïsapa. J'ai soutenu mon mémoire de fin d'études en 2003 à l'ISP. Il m'a encadré, il m'a enseigné, il m'a donné la motivation à devenir ingénieur géotechnicien. Donc aujourd'hui, si je suis géotechnicien et que j'ai eu l'occasion à recruter des postes stratégiques, parce que je suis au Sahel et qu'actuellement je suis inspecteur technique à la Géo, c'est vrai que c'est par la volonté de Dieu, mais c'est pas là beaucoup contribué pour ça. Donc je suis là aussi pour rendre un plus grand hommage à ce professeur. C'est quelqu'un qui encadrait, mais qui aussi appuyait. Je me souviens, je rentrais dans son bureau pour saisir mon mémoire de fin d'études. Je ne pense pas que ça soit courant, que des élèves ingénieurs, en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs, n'est-ce pas? Que des élèves ingénieurs rencontrent des problèmes, des difficultés pour saisir des mémoires, que leur professeur encadreur leur permet de rentrer dans leur bureau à n'importe quelle heure pour avancer dans mes projets de mémoire. Donc, vraiment, que la paix l'accompagne là vie. Par rapport à vos contributions que je salue, j'avais juste quelques éléments de réponse à apporter, surtout par rapport à la problématique de l'épuisement de certains matériaux. Évidemment, on subit ça. Comme a dit tout à l'heure M. Camara, le bazar de qualité
devient de plus en plus rare. Et le docteur Dion a beaucoup insisté sur ça. Donc, l'AGEROUTE aussi est conscient de ça. C'est pour cette raison-là que de temps en temps, nous invitons certains partenaires à se joindre au comité de recherche de l'AGEROUTE pour avoir les dernières informations relatives à la recherche et relatives à l'évolution de certaines données. Il nous est arrivé à recevoir à plusieurs reprises Doyen Camara avec l'équipe de Mapaté, évidemment avec des résultats de recherche qui sont très intéressants. Nous avons eu à convaincre les gestionnaires de projets et on est allé jusqu'à changer les spécifications. Il était retenu dans les dossiers de l'AGEROUTE de mettre du basalte. Et ça, c'était depuis des dizaines d'années. Maintenant, si vous allez dans les cahiers de charges, vous n'allez pas voir basalte. Ça, c'est du travail qui a été fait. C'est du travail qui a été fait. Ça n'a pas été facile de convaincre les gens à enlever le basalte. Parce que je pense aussi le gestionnaire, lui aussi, il essaie de se placer dans les conditions les plus sécuritaires possibles. Et les gestionnaires pensent que c'était avec le basalte qu'ils pouvaient obtenir les résultats visés. Et lorsqu'ils ont été convaincus que maintenant, il n'est pas question de citer un type de matériau, du point de vue de son nom géologique, mais plutôt de se baser sur les spécifications seulement, ils ont accepté. Et ça a évolué. Et c'est dans ce sens que nous avons eu à faire plusieurs planches avec le croisé 10. Et récemment, pour vous dire que l'AGEROUTE donne beaucoup d'importance à ce sujet, la cellule inspection technique de l'AGEROUTE, dont je suis membre, la direction des ouvrages d'art et des grands travaux, avec Mohamed Lai, qui est aussi un géotechnicien et qui travaille beaucoup dans le domaine des matériaux, accompagné par le doyen Mani John et d'autres experts de l'AGEROUTE, nous avons fait le tour de toutes les planches sur la LND pour évaluer. Et nous avons fait des constats que je ne vais pas mettre à votre disposition aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet. Mais je vais vous donner le temps de travailler avec ce comité de l'AGEROUTE-là pour voir à l'état actuel l'évolution de ces planches-là. On va en tirer toutes les conséquences et puis on va continuer à travailler. Parce que dans le domaine routier, la prudence également est de mise. Parce que c'est beaucoup de milliards qui sont injectés. Aujourd'hui, si on injecte 40 milliards sur un projet et faire un BPNG avec un nouveau matériau qui n'a pas été éprouvé sur 40 km ou 50 km, après qui va rendre compte, c'est l'AGEROUTE. Donc il faut vraiment qu'on comprenne la position de cette agence-là par rapport à ces questions de nouveaux matériaux et de nouveaux produits. Nous sommes très ouverts pour continuer à collaborer avec tous les chercheurs, avec tous les fournisseurs, avec tous les promoteurs, avec les laboratoires, mais il faut également qu'on essaie de comprendre les positions des uns et des autres par rapport à la problématique, par rapport à leur responsabilité. Et donc, comme nous avons déjà développé tout ça, nous allons continuer à travailler M. Camara. Je pense que c'est le moment aussi de faire une nouvelle situation de ces planches-là pour pouvoir les dispositions à prendre en compte. Une chose est claire par rapport à ce que le Dr Adama a dit. Même si nous avons des inquiétudes et quelques problèmes sur le problème de l'adhésivité, le problème de l'utilisation de ces matériaux en assise ne pose aucun problème. Étant donné que pour les couches d'assises, c'est-à-dire la couche de base, l'AGNT est encouragée. Dans la mesure où parfois il nous arrive à avoir beaucoup de soucis par rapport à l'activité de qualité, et en plus, pour l'amélioration de cette latérite, nous avons beaucoup de problèmes de fissuration. Et qui connaît la latérite, c'est que le problème de fissuration, c'est problématique. Ça nous inquiète beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets que l'AGEROUTE même n'a pas réceptionné parce que c'est fissuré. Parce qu'il y a une commission de réception. Et bien que c'est fissuré, on pense à quoi?
à la dimension, n'est-ce pas, capacité portante de la route, structurelle de la route. Et si c'est structurel, on n'accepte pas, on ne réceptionne pas. Et c'est un problème aussi bien pour les entreprises que pour l'agence même. Donc l'utilisation, je pense, pour un bon début, serait vraiment encourageant de commencer à utiliser ces matériaux en couche de base, en couche de fondation, pour éviter de continuer à utiliser de la latérite de moindre qualité ou de la latérite qui n'est pas adaptée à l'amélioration. Parce que ce n'est pas toutes les latérites qui font combinage avec le ciment, avec le lien hydraulique. Par rapport donc à ces contributions-là, j'ai bien apprécié également la contribution de directeur Abdon Banjo par rapport à toutes les problématiques qu'il a exposées, mais aussi par rapport à ces deux solutions qu'il a proposées. Bon, pour ne pas être long, je vais m'arrêter là et vous remercier sincèrement pour cette réaction. S'il vous plaît. Après, on pourra revenir encore sur les contributions. Il y a les collègues qui sont là. Il y a également le professeur Cissé qui pourra nous donner un dernier mot. Donc, voilà. Peut-être qu'on va prendre quelques questions. Oui, bien sûr. Je pensais revenir après, mais je n'aurais pas de problème de temps. J'ai peur que nos étudiants également n'arrivent pas à poser des questions alors qu'ils sont là. Et donc, les panélistes, plein d'experts qui sont là. Juste leur donner la chance de poser. On peut revenir maintenant, faire un tour de table avec nos collègues qui sont là. Voilà. Oui, on va prendre les 5 questions. Après la réponse des 4 panélistes, continuons les contributions. Vous voyez que le temps est un peu difficile, mais bon, c'est une journée importante. On va leur laisser quand même le soin de poser quelques questions. Oui? Ok, c'est le directeur de l'IBSF. Oui, bonjour, merci à tous. Aux personnes qui sont derrière de reprendre leur place. Nous allons démarrer la projection du film de l'œuvre du professeur Metzefal, éminent scientifique et éminent géotechnicien. Donc le film va démarrer. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Merci. J'ai dit sur le chantier, c'est ça qui avait la question. Le sol, la roche n'est pas uniforme. La roche n'est pas uniforme. Comment tient-on compte justement de ce mélange de types de, j'allais dire, de sol, vous m'excusez, vous comprenez, dans les dimensions. Quand c'est uniforme, je comprends que les méthodes sont remplies, pas de souci. Mais quand c'est des roches, j'aimerais bien savoir comment on dans ce que vous êtes en train de faire. L'autre question, peut-être pour ne pas être trop long, s'adresse à M. Diop sur les matériaux. Effectivement, moi ça m'intéresse. On peut s'adapter, on peut adapter ce que l'on fait par rapport aux matériaux disponibles. Mais la question que je me pose, c'est quelle est la durabilité? Je cherche en tant que villageois comment je peux faire avec ce qui est autour de moi pour avoir une construction dans laquelle les gens peuvent entrer, mais qui soit un cas que je n'ai pas besoin de le prendre au bout de 2 ou 3 ans. Comment tenir compte de cet aspect-là? Merci beaucoup. On a
a bien retenu. Hein. Oui. Sao, monsieur Sao. Oui, allez-y. Model. Bonjour. Bonjour, Merci pour cette présentation. Bon, j'aimerais adresser ma question à Saoudou. Bon, c'est concernant les études pressiométriques qu'on fait d'abord d'habitude sur les roches. Je vois souvent, bon, on utilise les résultats obtenus, le PL, le module de ménage, ainsi de suite, pour faire des dimensionnements, traitements, sans prendre en compte le degré de fracturation de la roche. On n'a pas fait réellement des études géométriques pour pouvoir implanter des fondations. Par exemple, on le voit souvent au niveau des armoiries, avec des immeubles de plusieurs étages, environ 10 ou 12. On vient directement faire des études pressiométriques et supposer les fondations. Je pense que j'aimerais savoir quels sont les risques que l'on encourt avec ces genres d'études, en se basant uniquement sur les résultats obtenus avec la méthode pressiométrique. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Maria Marie, je viens de l'école polytechnique de Thiès, en de génie civil. En fait, je pense que je dois débuter par un hommage au professeur Masterpal, puisque je fais des études aux routes. Vous pensez que je vais voir son nom partout, tous les documents, toutes les discussions que j'ai eu à faire, je vois son nom partout. Donc, que le grand Dieu l'accueille dans son paradis. En fait, mes questions vont à l'endroit de M. Saoudou pour les roches. Il a parlé de roches comme support de construction, les fondations de roches et tout. J'aimerais savoir quelles sont les recherches, où en êtes-nous au Sénégal, les normes, et au fait aussi, le thème, ça tourne autour de durabilité. Pouvez-vous parler aussi de l'accessibilité, la cherté, puisqu'on est au Sénégal? L'autre question aussi va à l'endroit du professeur. Vous avez parlé des links de l'entreprise et aussi les recherches que les étudiants font. Où en êtes-vous par rapport à cela? Parce que nous, étudiants, on fait beaucoup de recherches. Beaucoup de documents sont empilés. Les problématiques des entreprises, nous les résolvons. Mais quel est le résultat? Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je réponds au nom de Mamadou Faye, qui est doctorant au niveau de l'Université de Thiès, à l'école doctorale, encadré par le professeur Oustaz Abdoulaye Sall, ici présent dans la salle. Je lui salue de passage, je salue à tout le monde. Également, je magnifie cette belle initiative qui rencontre toujours, qui permet toujours des échanges scientifiques afin de régler les problématiques de la construction ici au Sénégal. Voilà. Après cela, j'avais des questions, deux questions. Je vais aussi pratiquer le Dr Adabayon, qui est mon professeur à Dakar. Voilà. J'avais une question par rapport aux études qui ont été faites par rapport au SILES, en substituant le SILES au BASAL. Est-ce que en faisant ces études, on a pensé seulement au bâtiment ou bien aux grands ouvrages, c'est-à-dire la résistance que vous avez visée, tout en reliant à la question de notre ami de l'IPSL, qui a parlé de la durabilité, parce que aussi on peut construire, mais on vise également à la durabilité, à la sécurité, tout ça. Par rapport également aux études qui ont été faites toujours par le SILES, est-ce que l'aplatissement du SILES, vu que le SILES a beaucoup d'éléments plats, est-ce que son aplatissement a été vérifié ou pas? Vous avez ces questions et je vous remercie d'avance.
Bonjour à tous. Déjà, je remercie BFLC pour cette invitation. Et également, je remercie mon cher panéliste avec une présentation excellente. Notre ancien également, M. Abdourahmane Diop, directeur de géomètre. Donc, j'avais juste, je pense, deux questions. L'une va s'orienter sur la question de la durabilité. Quand je parle de durabilité, je fais allusion à l'aspect écologique, parce que le terme s'intitule matériaux, défis, normes et défis pour les constructions géotechniques durables. Donc, la première question, c'est de savoir si vous pensez qu'actuellement au Sénégal, on a besoin de s'orienter côté durabilité, vu que nous sommes un pays en développement et que nous avons besoin d'infrastructures urgentes en fait pour pouvoir nous développer. L'autre question, c'était de savoir, c'est à l'endroit de la GENU et les autres entreprises en général, si vous pensez qu'il est toujours intéressant de se baser sur le catalogue des choses neuves depuis 2015 pour faire le dimensionnement des routes, sachant qu'il y a le changement climatique qu'il faut tenir en compte et d'autres aspects également. L'autre question, c'était, voilà, je pense qu'ils ont répondu à cette question-là. Ce sont les défis actuels que font face les ingénieurs géotechniciens au Sénégal. Donc, merci beaucoup. Voilà, bonsoir. Nous avons la visite du recteur de l'Université Pédagogale de Thiès, professeur Mohamed Babacar Ndiaye, accompagné de notre doyen, professeur Salim Bey. Donc, ils sont de passage pour nous dire bonjour et nous encourager par rapport à cette journée de réflexion. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Je ne voulais pas vous déranger. Je ne pouvais pas ne pas passer pour vous marquer, pour vous montrer toute l'importance que cette journée a pour notre université. Je vois de l'autre côté mon professeur. Professeur Cissé, soyez le bienvenu. Je ne pensais pas que vous alliez venir à l'université sans me dire bonjour. Mais si je vous vois dans la salle, je pense que toute la géotechnique de l'Afrique est représentée. Donc à travers vous, permettez-moi de saluer et de remercier tous ceux qui ont bien voulu se déplacer pour venir nous honorer de leur présence pour cette journée. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, et puisque j'étais à l'université, je me dit qu'il fallait que je vienne marquer de ma présence cette journée pour vous montrer qu'elle est très très importante pour notre université. C'est la première édition, nous pensons qu'il y en aura beaucoup d'autres. Peut-être que l'année prochaine, nous serons dans des locaux beaucoup plus accueillants. Parce que je pense que dès la première promotion, nous avons tout cet engouement. Je pense que dans les prochaines éditions, nous serons obligés de nous adapter pour être dans des locaux beaucoup plus accueillants. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup de venir nous accompagner. Je ne peux pas dire vous, je reconnais plein de monde. Je ne dis pas mes étudiants, je ne dis pas mes professeurs, mais je pense que on a partagé beaucoup de choses ensemble. En tout cas, on vous remercie encore une fois. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je suis accompagné par le professeur Salim Gueye. Je suis accompagné par le professeur Salim Gueye. Je vais vous laisser travailler. Merci beaucoup, toutes nos félicitations et bonne continuation. Je vous souhaite plein de succès. Merci, monsieur le recteur. Oui, donc au nom du directeur de l'université, nous vous remercions pour sa présence également pour ces mots qui nous encouragent par rapport à nos travaux. Donc je vais redonner la parole à cette personne pour qu'elle puisse continuer ses travaux. Merci. Nous remercions M. le recteur de son passage qui montre toute l'importance qu'il accorde à cette cérémonie, le professeur Salim Gueye. Sans plus tarder, on va passer aux réponses des questions. En commençant de la droite vers la gauche, on va commencer avec M. Moussa Samadogo. Vous avez plusieurs questions que les étudiants vous ont posées.
je vous donne la parole. C'est également M. André Faye de l'UTSF qui a validé certification. Ok, merci beaucoup. Merci aux intervenants pour l'intérêt qu'ils portent à notre problématique. Il y a des ouvrages de génie civil sur les fondations au Rocher. D'abord, je vais répondre à la question de Mariam Bey, qui a demandé, je pense bien, s'il y a une norme au Sénégal en ce qui concerne la conception des ouvrages sur le rocher. Comme je l'ai dit dans mon exposé, présentement au Sénégal, il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme en ce qui concerne la conception et le dimensionnement des fondations sur roche. C'est la même chose que sur le sol, même les fondations sur le milieu des sols lourds, on n'a pas de norme en fait. Soit c'est le nom DTU, soit c'est le nom particulier 62. Côté roche, il n'y a pas de norme en fait. Quand on fasse la roche, soit il y a deux cas. Soit on utilise uniquement la résistance de la roche, parce que la roche a une grande résistance, pour estimer la capacité portante, soit on dimensionne directement avec la résistance du béton, parce qu'on suppose que la résistance du béton est moins que celle de la roche. Généralement, ce qui n'est pas le cas, parce que si vous regardez un peu au niveau de la corniche ouest, au niveau des Almadies, au niveau des basalites, vous allez voir que la résistance des roches diffère. Elle diffère. On a des roches qui ont des résistances qui sont moins, parce que c'est des roches qui sont poreuses la plupart du temps et très altérées. Donc actuellement, on ne peut pas parler de mise en place du Nord, parce que la mise en place du Nord nécessite énormément de données. Et dans le cas de la mécanique des roches, c'est très complexe en fait. Comparativement au sol, où le sol, elle est maniable, on peut prendre un sol comme ça, la traiter. Mais la roche, c'est quelque chose qui est très compliqué, notamment à cause de la présence de ce qu'on appelle des imperfections, notamment les discontinuités qui sont souvent décamétriques à kilométriques en fait. C'est-à-dire le comportement d'une roche. Ici, la même roche peut changer en une minute en fait. C'est-à-dire peut changer d'une dimension à une autre en fait. Parce que les discontinuités ne sont pas la même. Donc, mise en place d'une norme, c'est un peu trop dit. Mais peut-être c'est mettre en place des principes de conception, de construction sur les fondations, les ouvrages de rochers, mais dans un contexte plus du Sénégal, précisément dans un contexte bien donné. Même les basalites qu'on retrouve au niveau de la corniche, vous allez voir que ce n'est pas la même chose que ce qu'on va retrouver au niveau des matos ou au niveau des Kénini. Donc concernant la roche, c'est vraiment compliqué. Donc pour le moment, soit c'est des normes canadiennes, soit c'est des normes françaises, parce qu'aujourd'hui la France a évolué. Quand vous prenez le numéro 7, dans son annexe J, il y a une partie quand même qui porte sur la conception des fondations sur roche, basée uniquement sur la résistance à la compression et l'espacement des joints. C'est juste des principes, c'est juste des indications. Mais actuellement, à part, je peux dire, des méthodes, des outils mathématiques, des calculs mathématiques qui sont utilisés pour faire sortir notamment les capacités portantes à partir des méthodes analytiques, numériques, mais en ce qui concerne des normes avec des principes de vérification sur les fondations rochers, ça c'est pas encore mis en place. Parce que la roche elle est beaucoup complexe et elle varie d'une chose à une autre en fait. Même pour moi, il n'y a pas de norme par rapport à ça. Et en ce qui concerne la méthode pressiométrique, effectivement, la méthode pressiométrique elle est beaucoup utilisée ici. Elle est beaucoup utilisée au Sénégal et dans les pays francophones. La plupart des pays francophones utilisent la méthode pressiométrique dans la conception des fondations, le dimensionnement des fondations, pour déterminer soit le module, soit la capacité portante, soit le tassement. Et même dans la roche. Mais le problème c'est que la pression limite que nous mesurons dans la roche, ce n'est pas la pression limite de la roche. Non, mais on peut dire que c'est la pression de la sonde, parce que c'est la sonde qui se gonfle en fait. Ce n'est pas la pression limite de la roche en mesure en réalité. Donc les conséquences qu'on peut avoir dans ce cas, soit c'est un sous-dimensionnement ou un surdimensionnement en fait. C'est les deux cas. Parce que la roche en fait, par rapport au sol, sa rupture elle est brutale en fait, je peux vous dire ainsi. Parce que la roche elle est hétéroformable. Donc c'est la présence des joints de discontinuité qui cause le problème en fait. Or la méthode pressiométrique ne prend pas en compte les discontinuités, la fracturation de la roche. Elle ignore ça en fait. Donc c'est une méthode qui est
mal adapté dans un contexte rocheux. On peut peut-être l'adapter dans le cas où on a des roches qui sont tendres, altérées, mais si on a des roches avec plusieurs types de fractures, la méthode de ce motif n'est même pas adaptée en fait pour le dimensionnement des fondations. Et maintenant, comme je le dis bien, comme on a l'Euro 7 avec la NETJ, souvent on se base sur ça pour pouvoir faire le dimensionnement des fondations sur les roches en fait. Mais avec la méthode procédure, c'est une méthode qui est vraiment mal adaptée dans un contexte rocheux. Puisque la plupart du temps, les prosomètres que nous avons ne sont même pas adaptés parce que c'est des prosomètres qui ne peuvent injecter que 50 à 60 bars. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des hyper prosomètres qui peuvent aller jusqu'à 100 bars. Mais souvent, la roche peut aller jusqu'à 100 bars. Ce n'est pas la raison de la roche qu'on utilise avec les prosomètres, la lecture prosométrique, mais c'est plutôt cette relation en fait. C'est une méthode qui est mal adaptée dans ce contexte-là. Concernant la question du professeur André Faye du PSL, effectivement, c'est une question qui est très intéressante, notamment lorsqu'on a besoin des poches du sol et des roches. Et ce cas-là, c'est le cas qu'on retrouve la plupart du temps aussi dans la zone des Almadies, où on remarque la présence de blocs rocheux avec des matrices argileuses. Voilà, les blocs de roche avec des matrices argileuses. Et ça, on a remarqué ça la plupart du temps dans ces zones-là. Ce n'est pas des formations, disons des batteries, ce n'est pas des roches uniformes, mais c'est plus des poches. Et dans ce cas de figure, c'est beaucoup mal adapté pour les formations superficielles que pour le radier. Parce que la fois dernière, quand j'étais dans mon exposé, le bâtiment qui est en train d'être, disons, qui a des fissures, qui est construit dans la zone des Almadies, alors qu'on a des roches, un bâtiment R+1, c'était juste quand on a fait la mobilisation, on a remarqué qu'il y avait des poches de roches et de dalles. Mais apparemment, il y avait des semelles qui étaient posées sur les couches sableuses argileuses et d'autres semelles qui étaient posées sur la roche. Et la différence qu'il y avait entre les deux résistances-là ont dû être à l'origine de cette déformation du bâtiment en fait. Ouais. Donc c'est un cas aussi qu'on est en train de prendre en compte dans nos recherches, c'est-à-dire lorsque la roche n'est pas uniforme, lorsqu'on a des poches de sol, de sable comme ça. On est en train de. Ça c'est vraiment toute la modélisation qui nous aide à comprendre que c'est dû à une différence de résistance entre les deux matériaux en fait. Mais dans ce cas de figure, les radios sont souvent plus adaptés que les semelles isolées. Voilà, donc pour le moment, c'est ce que je peux apporter comme contribution par rapport aux questions. Merci beaucoup. Merci, M. Salvador. On comprend que la roche est un matériau complexe. Il y a énormément d'incertitudes, donc à côté des déterministes, il y a également des méthodes probabilistes et également des temps de prévention des risques doit être très important dans le cadre des massifs rocheux. Voilà, on va se tourner maintenant vers M. Abdourahmane Diop pour la réponse aux questions. Merci. Je pense qu'il y a une seule question qui m'a été adressée par M. André Faye de l'UPSL concernant en tout cas la préoccupation sur la durabilité de l'outil quand on utilise ces matériaux. Donc, en fait, quand on dimensionne une fondation, quand on dimensionne une route, on fait plusieurs types d'essais. Il y a des essais qui portent sur la résistance qu'on appelle intrinsèque, sur comment réagit le matériau immédiatement, mais il y a également des essais qui portent sur la durabilité, sur le long terme. Dans la route, on parle des essais fatigue. On parle également sur certains matériaux avec, par exemple, dans quelle réaction, la réaction par rapport à l'environnement. Donc tous ces types d'essais qui prennent en compte le long terme, la durabilité par rapport aux charges qui sont transmises, mais également par rapport à l'environnement, c'est un environnement marin ou bien agressif. Tout ça, il y a des essais qui permettent en tout cas d'étudier l'impact de ces facteurs externes sur le matériau à tenir compte dans la conception des fondations, dans la conception de l'ouvrage. Mais l'aspect durabilité, quoi qu'il en soit, est bien pris en compte.
L'aspect durabilité peut également être analysé sous un autre angle. M. Camara en a parlé tout à l'heure, parce que quand on parle aussi de durabilité par rapport aux matériaux, c'est l'aspect environnemental. Aujourd'hui, on exploite des carrières ou bien on utilise des matériaux qui peuvent avoir un impact sur l'environnement, un impact sur la santé des personnes qui utilisent, en tout cas qui travaillent sur ces matériaux-là. Cet aspect-là aussi est également à tenir en compte dans la recherche sur les matériaux. On va trouver des matériaux alternatifs qui permettent de ne pas surexploiter les carrières, ce qui entraîne par ailleurs des problèmes environnementaux, des problèmes de durabilité. Peut-être je voudrais juste compléter ça par rapport à la problématique de sol hétérogène. Effectivement, quand on fait ce qu'on fait, on l'appelle des sondages. Quand vous venez, vous avez un terrain de 500 mètres carrés, vous voulez construire dessus un bâtiment, ou bien vous voulez faire une route de 100 km, vous ne faites pas des études chaque mètre, mais vous faites un sondage. Comme son nom l'indique, vous étudiez un certain nombre de points, vous faites des prélèvements, vous faites des essais substituts, mais de façon, en choisissant le nombre de points, leur implantation, de sorte à ce qu'ils soient représentatifs de l'ensemble du terrain, si c'est hétérogène. C'est pourquoi on utilise le terme sondage. Maintenant, il peut arriver, en étudiant, qu'on voit une disparité ou une hétérogénéité sur le sol. Plusieurs solutions existent. M. Sissi a parlé tout à l'heure de classement différentiel. Si vous avez ici un sol qui est meuble, comme du sable, ailleurs vous avez une roche, vous faites une fondation, une structure unique, ça veut dire que de l'autre côté, ça va se tasser plus vite que l'autre. Ça va se fissurer, ce qu'on appelle le classement différentiel, avec des désordres, comme l'a dit tout à l'heure le professeur qui travaille avec Sissi. Maintenant, il y a plusieurs solutions, dépendamment du degré de solubilité. Par exemple, on peut faire un joint complètement pour que les deux bâtiments ne soient pas, les fondations des deux bâtiments soient, en fait, les fondations du bâtiment d'un côté et de l'autre soient désolidarisées, que chacun se tasse suivant son rythme en fonction des sols en place, en complément à ce que ça on doit expliquer. Merci beaucoup. Je vais tenter de répondre aux questions de M. Chataï. Jusqu'à présent, continuer à les fatiguer. Alors, je vais parler de l'étude de silex en substitution au bazar. Alors, souvent, on aimerait plutôt employer les termes de matériaux alternatifs. Parce que, du vu quand physique et mécanique, ce n'est pas la substitution, mais vous pouvez dire matériaux alternatifs. Alors, les études, il y en a plusieurs, peut-être de plus de 20 ans, 30 ans. Mais actuellement, le problème, c'est juste alors les appliquer quelque part. C'est vrai que là, la OND a parlé de 30 essais. Vraiment, sur les services qu'ils font, ils sont très ouverts. Et également aussi, accompagnent beaucoup sur la recherche à ce niveau-là. Et actuellement, par rapport à ces matériaux, on parle plutôt de caractère performantiel. On ne se base plus sur un étudiant à logique publique basale de sélection et autres là. Et si on se base même sur la norme NFP 1845, le matériau est codifié. Donc, tu peux avoir les codes A, B, etc., compensés, non compensés. Et par rapport au projet à étudier, suivant les outils du projet, on pourra utiliser les matériaux en question. L'assistance également aussi pour répondre à la question de bâtiment. Alors, le bâtiment fait partie de ce qu'on appelle des paramètres ou des caractéristiques de fabrication. Par rapport à un granulat, nous avons des caractéristiques intrinsèques, fabrication, mais également des granulats. Et là, par rapport à ceci, bon, bien vrai que c'est lié également à l'outil minéralogique. C'est une roche siliceuse avec composition d'opale acédoine. Et également aussi la question concrétale une fois que c'est maturé. Alors, c'est tellement difficile par rapport aux industriels d'avoir des matériaux de silex qui ne sont pas aplatis. Bon, il y a presque des exploitants à Moro, il y a quelqu'un avec qui on travaille ensemble, et on suit l'évolution, et qu'à chaque fois, on voit que le film de bâtiment évolue de plus en plus. Donc là également, le petit passage qui adapte un peu le matériel pour pouvoir avoir des granulats qui ne sont pas aplatis.
Alors, par rapport à la réaction suivant le SLEX, en termes de béton, bon, je n'ai pas encore fait d'études sur ces matériaux, mais actuellement, au niveau des LNR, il faut actuellement les réactions pour pouvoir trouver un peu la durabilité, suivant également ces matériaux. Alors, par rapport à la dernière question de notre technicien, suivant les changements climatiques, bon, c'est vrai que le temps est très court. Je n'ai pas pu aborder le recyclage, également aussi la température. On constate souvent également de l'eau par rapport aux alambics. Donc, on dimensionne par exemple une température de référence 34 degrés et 20 X. Surtout au Sénégal, à le son par exemple à Bakel, on peut avoir 42 degrés et autour là. Et là, autant on a fait un article, il y a une poste qui est là-bas. Donc, pour voir pourquoi pas ne pas les zones climatiques. Et par rapport à chaque zone, on va prendre la température du dimensionnement global dans le pays. On peut alors mettre ça dans une sectorielle. Actuellement, avec les petits matériaux de Alizé et CPC, à chaque fois qu'on met en place la fréquence de la température, on a un traitement de module qui est alors là. Et aussi, je dis également que maintenant, ceci ne va pas être utilisé à mon avis, parce qu'on a déjà Kabul qui est là, également NF est là, et on peut aller à faire les formes de ce niveau 4. Et qu'à chaque fois, on pourrait avoir, selon le matériel utilisé, le module réel par rapport à la température de la ville. Merci beaucoup. Merci. Et donc, il y avait une question également concernant la recherche appliquée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir passer de la recherche en cas des engagements à l'application. Il faut savoir qu'on fait souvent du co-encadrement, c'est-à-dire on applique souvent un encadrement externe et un encadreur interne. Ce qui veut dire que l'encadreur externe provient de l'entreprise, d'évaluer le problématique, il y a un encadreur interne. Ça permet de régler plusieurs problèmes. Maintenant, c'est un débat qui est ouvert. On n'a pas le temps, je pense, d'aborder ça. C'est un débat qui est ouvert. Déjà, cette initiative de la Journée sénégalaise de la géotechnique, c'est un premier pas. Le réseau des jeunes géotechniciens peut jouer au rôle. Et il y a énormément de choses encore qu'on peut dire dessus. Mais on pourra en parler ultérieurement. Voilà, peut-être sur les contributions, revenir encore. Il y a les enseignants-chercheurs qui sont là, peut-être 2 ou 3 contributions, et laisser après ça, si c'est notre doyen de terminer. Merci beaucoup, professeur Sam, pour cette modération. Mes salutations à tout le monde, et particulièrement à notre professeur, le professeur Ibrahima Khaled Cissé, et nos prières également vont à l'endroit du professeur Maïssa Fall, qui nous a tous soutenus. Merci beaucoup, chers participants. C'est un plaisir aussi d'assister à cette journée extrêmement importante liée à la géotechnique et particulièrement à ce thème sur les normes, les matériaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est les matériaux de construction. Je taquine souvent les étudiants en leur disant que maintenant, surtout les ingénieurs, devaient en tout cas attaquer les vraies problématiques. Parce que le plus souvent, les méthodes de dimensionnement qu'on en a, c'est les normes qu'on utilise. Maintenant, par rapport aux matériaux qu'on a, les matériaux locaux, comment maintenant donc adapter pour tout simplement donc, essayer de renforcer ces propriétés-là pour que nos structures puissent tenir. Je pense que c'était l'intervention du doyen qui disait qu'il n'y a pas un mauvais matériau. Et à partir de ce moment, donc, c'est l'occasion en tout cas de pousser la recherche vers tout simplement l'adaptation de ces matériaux face au contexte, n'est-ce pas, donc, actuel, face au changement climatique, face, n'est-ce pas, donc, à la raréfaction de ces matériaux-là, trouver des alternatives pour pouvoir, n'est-ce pas, donc, répondre aux besoins. Et dans ce sens-là, il nous faut cette synergie
recherche-action pour qu'on puisse y arriver ensemble. Parce que par rapport aux résultats des recherches, partout dans toutes les universités, je pense, vous avez des résultats. Mais ces résultats ne sont pas mis en œuvre. Et du coup, donc, on a l'impression que rien n'est fait, alors qu'il y a des résultats qui sont là. À partir de ce moment maintenant également, donc l'autre aspect, c'est un peu l'État, l'accompagnement de l'État. Et je pense qu'à travers la société sénégalaise de normalisation, donc cette société-là pouvait être, n'est-ce pas, fédératrice par rapport aux chercheurs, aux entreprises, au bureau de contrôle, pour pouvoir maintenant donc accompagner surtout la recherche-action à travers, n'est-ce pas, donc les financements. Par rapport, n'est-ce pas, donc à ces matériaux-là, surtout si ce n'est pas trop coûteux, donc pourquoi pas ne pas financer des prototypes réalisés et ensuite maintenant donc voir le comportement. D'autant plus que c'est des nouveaux matériaux, il n'y a pas encore de normes. Donc ça également, ça peut constituer tout simplement, n'est-ce pas, donc des alternatives pour pouvoir maintenant donc, en tout cas dans le temps, par rapport, n'est-ce pas, donc, à la sollicitation ou aux sollicitations, maintenant donc de pouvoir en tout cas trouver des solutions. L'autre aspect, je pense que vous l'avez évoqué, c'est le mapping des matériaux. Ça également, il nous faut avoir cette base de données. Parce que pour un matériau donné, on ne peut pas, peut-être par rapport à l'acquisition, ça ne pose pas un problème, mais le fait de le déplacer, ça constitue un problème. Alors que dans la zone où on le déplace, peut-être qu'on trouve un matériau et avec une amélioration, on peut tout simplement donc avoir des propriétés similaires. Donc je pense que ça, c'est des activités à mener et à partir, n'est-ce pas, donc, de ces initiatives, de ces rencontres, de ces réseaux, de ces associations-là, on est fort et à partir de ce moment, donc, on peut également donc, imposer, pas imposer, mais en tout cas convaincre les autorités par rapport, n'est-ce pas, donc, aux résultats des recherches. Merci beaucoup. Merci, bonjour tout le monde. Moi, c'est le docteur Papa Sanofari. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Thiès. Alors, je profite de cette prise de parole pour remercier l'UFR, la science de l'ingénieur, également le réseau des ingénieurs géotechniciens de nous avoir offert cette opportunité pour pouvoir échanger. Ça a été dit. En réalité, on n'a pas ces occasions. Des activités sont en train d'être menées à l'université, des recherches qui visent à contribuer et à améliorer et à régler les problèmes qui sont posés par les entreprises. Mais malheureusement, ce lien qui doit exister entre les chercheurs et les entreprises n'existe pas. Donc si on a ce cadre-là, nous ne pouvons pas plus. Alors j'aimerais également en profiter pour rendre un vivant hommage au professeur Missafal, en tout cas qui a tout fait pour nous, pour que nous en soyons là. Et j'en profite aussi pour remercier mon encadreur, le professeur Ibrahim Al-Sassé, et tous les doyens qui étaient là, ainsi que les collègues. Je voulais axer mon intervention sur un des défis qui ont été soulevés dans ce panel. Donc, pour synthétiser, j'ai retenu trois défis. D'abord, le défi des matériaux, la mise en disposition de matériaux et de qualité. Le deuxième défi, c'est le défi de la cartographie de ces matériaux, mais aussi le défi des normes. Le défi des normes qui prend en compte également la tropicalisation de ces normes. Mais je voulais juste insister sur le défi de ces matériaux. Des matériaux de qualité. En profitant également pour répondre à la question qui a été posée par rapport à la substitution des basalte par le silex. Et je dirais mieux même substitution des basalte par le silex, mais également la possibilité d'une substitution des basalte également par le calcaire en partie et qui donnerait donc des résultats probants pour une utilisation donc en béton armé. Donc je pense que c'est une partie qui n'a pas été abordée. Et je voulais tout simplement dire qu'aujourd'hui, si nous voulons relever ce défi des matériaux, il faut d'abord cette synergie. Mais il faut réfléchir dans la valorisation des matériaux qui existent. Le basalte est choisi, c'est un matériau privilégié à cause de ses caractéristiques mécaniques qui devancent de loin les autres matériaux. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter une méthode de substitution en formulation de béton qui consisterait à prendre une partie du basalte
et à le substituer avec un matériau donc de peut-être de caractéristiques géotechniques meilleures, à savoir le calcaire et le silex. Et les résultats que nous avons obtenus par rapport à ça sont des résultats qui sont en cours encourageants. Parce que tout simplement, en utilisant par exemple le calcaire que vous ajoutez à du basalte, en faisant les essais Los Angeles et Nicolas, vous parvenez donc avec un certain pourcentage, je vous dirais 10, mais ça peut aller jusqu'à 15% donc de substitution. On parvient à avoir donc des qualités, n'est-ce pas, donc, qui sont très appréciées du matériau. Et en faisant la formulation avec le coup du béton, on a basé donc en fait une résistance de 25 mégapascal après 28 jours donc après 28 jours, n'est-ce pas, donc d'ordination. Ce qui est donc un résultat qui est en cours, encourageant, que nous allons bientôt donc partager. Alors là également insister sur un fait, parce qu'en réalité, dans tous les cahiers de charge technique, on nous impose d'utiliser le basalte ou bien on impose à utiliser une résistance de 25 mégapascal. Mais la nécessité de l'urgence, c'est de réviser nos normes, de les actualiser et de les tropicaliser en fonction de nos contextes. Sinon, nous serons toujours confrontés à des recherches de matériaux ou bien des matériaux qui ne seront jamais adaptés parce que tout simplement, les normes que nous importons ne sont pas adaptées à nos réalités géotechniques. C'est là donc que nous Merci beaucoup pour votre Alors, je commencerai par remercier un peu les panélistes. Remercier aussi la modération. Vous avez nous ont fourni un panel de qualité. Et je pense que le fait qu'on ait mis ensemble des entreprises et l'université, justement, nous montre toute la pertinence d'organiser ce genre de rencontre. Donc, moi, je voudrais rapidement revenir sur un aspect dont on parlait très souvent pour ce président. C'est l'intégration des choses depuis la géologie jusqu'à l'infrastructure. Parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, nous notons beaucoup de choses parce que nous négligeons la géologie. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'hétérogénéité. Parce que si on prend l'exemple simple du bassin, quand on dit qu'à Dakar, dans la partie occidentale, on a du bassin. Effectivement, théoriquement, on a du bassin, mais dans la réalité, il y a basalte et basalte. C'est juste des roches volcaniques. Il faut voir qu'il n'y a pas de basalte sur la Bondiche qui sont mécaniquement complètement différents. Il y en a un sur la coulée, on appelle la coulée. C'est une roche basaltique dure, très dure, c'est pour le juste pour le goût. À côté, vous avez ce qu'on appelle les scories. Donc c'est du basalte avec plein de trous, plein de petits trous. Celui-là, en fait, il a des propriétés métalliques. Et le troisième, c'est carrément des archives. On appelle le volcanisme du basalt. Vous voyez, donc si vous considérez que dans la zone, c'est une coulée volcanique, donc basaltique, et que vous raisonnez à partir de ça, justement, vous faites quelque chose. Alors, une chose très importante, c'est que le basalte qu'on a à Dakar, c'est justement des coulées d'épaisseur finie. Une fois, un ingénieur m'a posé la question, il m'a dit, j'ai sondé et je suis tombé sur du basalte. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Bien sûr qu'il faut continuer. Parce que justement, sous les basaltes, vous avez ce qu'on appelle des sables infrabasaltiques. Il y a même des marques parfois. Tout ça fait que quelqu'un qui est sur le terrain et qui cherche des données géotechniques et qui occupe la géologie, justement, à partir de la géotechnique, mais plus tard, il va voir que son ouvrage va être confronté à la réalité du terrain, qui est une réalité géologique, qui est hétérogène, que ne peut pas expliquer par justement l'échantillon qui est introduit à l'exemple. Juste un peu pour encore une fois demander à ce que, à chaque fois qu'on est sur un projet, de faire une intégration depuis la géologie jusqu'au calcul, jusqu'au dimensionnement, jusqu'à l'étude. Merci. Merci, professeur Mohamed, professeur Mofal, pour ces contributions importantes. Alors, je pense qu'on est à vous maintenant de ce panel qui a été très riche en l'information. Nous allons remercier les panélistes, M. Abdelrahman Diop, Dr. Farid John et M. Issa Sawabo pour leur contribution très importante. Également, tous les invités, tous les chefs d'entreprise responsables qui ont tenu à nous rejoindre, les étudiants, les collègues qui sont là. J'aimerais donner le dernier mot à notre doyen. Je ne peux pas donner le dernier mot à notre professeur qui nous a si bien donné notre leçon à M. Abdelrahman et moi. Donc on va lui rendre la parole pour qu'il nous donne le dernier mot de cette panel.
savez, je suis en même temps ému et fier. Fier d'avoir devant moi des personnes qui me respectent certes, mais qui pensent à raison que j'ai contribué un temps soit peu à leur carrière. Et ça montre ce que moi, en tant qu'enseignant de chef, j'en avais fait de sacerdoce. Aujourd'hui, quand je vois le studio, quand je vois Madame Sam, quand je vois Nami, quand je vois Salon, quand je vois, ça me suffit. Au point que, quand je vois le professeur, il suffit que je regarde pour rencontrer quelqu'un d'autre. Au point que, sur le panel lui-même, je n'ai rien à dire. Parce que les questions qui ont été provoquées ont été bien traitées par les uns et les autres. Les bonnes réponses ont été données. Alors, maintenant, je me réjouis que Mme Cissé, qui est donc à la GELUC, qui est de mettre l'ouvrage délégué par l'État et GELUC, nous apprenne une chose que j'ai toujours demandé. J'ai demandé du vivant de feu Ibrahim Ndiaye, qui était un ami que j'ai connu en 1990 au Sénégal.